écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Leurs révélations bousculent le débat public et sont parfois même utilisées devant les tribunaux. Pollution de l'air à l'ammoniac, destruction du service public hospitalier, contournement de la loi littorale, violence dans l'enseignement catholique, emprise du lobby porcin. Le Médiasplan, on ne dit pas Splan, on dit Splan, mais je vais continuer comme j'avais l'habitude de le dire pour ne pas trop m'interrompre. Donc le Médiasplan propose des enquêtes au long cours servant l'intérêt général en français et en breton et il est indépendant. Le Médiasplan est cofondé par Inès Léraud, autrice du récent Champ de bataille et Algues vertes, l'histoire interdite. Et on trouve aussi, entre autres, parmi les membres de cette association de personnes bien engagées, Morgane Large, journaliste à Radio Grace Braise, Alain Goutal, dessinateur de presse, ou encore Nicolas Legendre, prix Albert Londres pour son livre enquête Science dans les champs. Splan sort au grand jour des scandales environnementaux, des affaires de corruption et des atteintes aux droits humains. Les rédactions de Mediapart, France 3 Bretagne, Reporter, Basta, Que du beau monde diffusent régulièrement leurs enquêtes. Pour nous en parler, je vous propose, et je suis ravie de pouvoir enfin l'accueillir sur So Sweet Planet parce qu'il y a assez longtemps que je souhaitais vous partager mon intérêt et mon admiration pour ce média libre et cette ONG d'enquête. Nous allons en parler avec Faustine Sternberg, cofondatrice de Splan. Bonjour Faustine. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça signifie, je vais essayer de bien le dire cette fois-ci, Splan ? Alors, ça signifie clair en breton. Donc, c'est un peu l'idée d'éclaircir, de mettre la lumière sur les actualités, sur la réalité bretonne. Voilà. Comment est né Splan? Ça a été créé quand? Combien étiez-vous au départ? Et sous quel statut vous êtes-vous lancé dans cette aventure? Alors, Splan, c'est un média qui a été créé en 2021, mais son histoire remonte un peu plus tôt parce que, à la base, c'est un collectif qui s'est monté pour défendre la liberté d'enquêter sur l'agro-industrie en Bretagne. Et finalement, c'est des journalistes qui ont décidé de s'exprimer pour dire qu'ils étaient inquiets dans l'exercice de leur métier pour travailler justement sur les thématiques de l'agro-industrie et en réaction en fait à des pressions qui ont été exercées contre Inès Léraud, qui est donc une journaliste qui a beaucoup enquêté sur l'agro-industrie et qui est connue pour avoir fait la bande dessinée Algues vertes, l'histoire interdite, et qui avait reçu différentes pressions, notamment un procès qu'on peut appeler un procès Bayon, qui avait été annulé au dernier moment, mais qui lui avait demandé plusieurs mois et beaucoup de temps et beaucoup d'investissement aussi pour préparer ce procès. Oui, c'est un peu le but des procès Bayon, on va en parler, exactement. Mais c'est d'user les gens, quoi. Voilà, et donc du coup, plusieurs journalistes bretons ont décidé de publier une lettre ouverte à la région Bretagne et pour dire, on voudrait pouvoir exercer notre métier dans des bonnes conditions. Oui. Et puis du coup, à partir de ce collectif, on a eu envie de continuer l'aventure. Et on a eu l'idée de créer un média indépendant qui nous permette justement d'aborder ces sujets où il y a des pressions, où il y a des enjeux économiques, que sont l'agro-industrie, parce que c'est quand même le secteur économique majeur en Bretagne. C'est la première région agro-industrielle de France. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a lancé ce plan en 2021 avec une douzaine de cofondateurs. Ah oui, quand même. Tous journalistes au départ ou... Quasiment tous. On a quelques personnes qui ne l'étaient pas. Aujourd'hui, en fait, donc on s'est lancé sous le statut de l'association. Oui. Et donc, on fonctionne vraiment comme une association avec des bénévoles qui sont adhérents, avec un CA, un conseil d'administration qui est élu par les membres adhérents de Splan. Et du coup, dans ces bénévoles, dans ce CA, il y a certaines personnes qui ne sont pas journalistes, qui sont... professeurs ou qui sont retraités, mais la majorité, je dirais 80% des membres sont journalistes et participent aussi au choix
des enquêtes. En fait, les décisions sont vraiment prises de manière collective. On a des instances pour décider des sujets d'enquête. On a des instances pour aussi accompagner, on va dire, faire des relectures collectives. C'est aussi une des vraies forces de notre média. Oui. Donc les motivations de départ là dont tu viens de nous parler, moi je suis abonnée à votre infolettre, donc j'ai vu passer, j'aurais bien aimé venir d'ailleurs, mais bon c'était pas possible pour moi à ce moment-là. Vous avez fêté vos 5 ans cet été. Oui, complètement. En 5 ans, ces motivations, est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce qu'elles ont été ajustées? Est-ce qu'elles restent exactement les mêmes? Est-ce qu'elles se sont enrichies d'autres motivations? Vous en êtes où? Je dirais que oui, on a beaucoup évolué. Nos motivations, elles restent les mêmes. C'est d'informer, d'informer de manière indépendante, de pouvoir aller vraiment soulever des faits qui sont pas traités dans l'actualité et qui permettent d'éclairer le débat public. On avait dès le début une forte conviction en fait sur l'urgence écologique, donc on a une sensibilité sur les pollutions de l'eau, de la terre, de l'air. Notre première enquête, c'était sur la pollution de l'air par l'ammoniac. Et donc, du coup, ça reste au cœur de nos préoccupations, de nos engagements. Mais c'est vrai que... Et le climat, oui, ouais, complètement. Tout est lié dans ces questions-là, oui. Mais on a fait évoluer nos sujets d'enquête parce que on s'intéresse aussi aujourd'hui aux enjeux sociaux, aux enjeux comme voilà, on a fait une enquête sur l'hôpital public et ça nous paraissait vraiment important de pouvoir de pouvoir traiter d'autres sujets. Aussi aujourd'hui on fait aujourd'hui au début on faisait que des grosses enquêtes, donc des enquêtes en plusieurs volets qui s'intéressaient finalement à la structure de certaines institutions, mais là, on a décidé de faire aussi des alertes, donc des sujets plus courts pour aller traiter d'enjeux, d'actualités plus politiques. Par exemple, là, dans le cadre des municipales, on va essayer de faire des articles réguliers vous avez fait un partenariat avec Street Press, j'ai vu. Oui, complètement. Et on va aussi faire avec d'autres médias. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer d'aborder des sujets assez variés, mais voilà, toujours avec cette volonté d'aller traiter des sujets qui ne le sont pas assez et qui sont nécessaires pour la vie démocratique, quoi. Oui, et qui nécessitent souvent du temps long dans les enquêtes. Du temps long, en tout cas de ne pas avoir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui ont ce calendrier, c'est-à-dire qu'ils doivent publier tous les jours et donc du coup ils sont limités dans le temps qu'ils peuvent effectivement donner à certaines enquêtes. Ils ont un impératif économique aussi qui fait qu'ils peuvent pas forcément les journalistes n'ont pas forcément le temps en fait d'aller creuser, ils vont aller au plus facile et nous c'est parfois en fait c'est juste de pouvoir prendre ce temps-là parce qu'on choisit nos sujets, on n'a pas de calendrier, on n'a pas d'agenda, on n'est pas obligé de suivre l'actualité, et donc parfois c'est pas forcément du temps long, c'est juste un regard qui est différent, un choix éditorial qui est différent. Parfois on va avoir une source qui va nous donner envoyer un mail sur une information, ça va pas forcément demander beaucoup de temps pour le traiter, c'est-à-dire qu'en une semaine, en vérifiant les informations, on va pouvoir le traiter, mais c'est des informations qui, en fait, ne sont publiées nulle part ailleurs, quoi. Oui, puis ce que je trouve intéressant dans le fait que pour certaines enquêtes sur votre travail de fond, vous preniez ce temps, c'est qu'en fait, ça permet pour le lecteur, la lectrice, de vraiment comprendre, je trouve, les arcanes de tout ce qui sous-tend à un moment un problème qui apparaît au grand public. Et avec ces enquêtes-là, on voit en fait toute l'imbrication de causes, de choses qui auraient pu être révélées, mais qui par rapport à différents intérêts, sont un peu tues, autocensurées, bâillonnées, ça dépend à quel degré, où on se place et tout ça. Mais je trouve que c'était sorti quand le travail d'Inès Leroux sur les algues vertes? Vous étiez déjà... Splan était déjà... Non, alors en fait les algues vertes c'est un travail qui a été fait avec la revue dessinée, donc nous on n'a pas été partie intégrante de ce travail, donc oui c'était avant... Mais ce que je trouve intéressant dans cette enquête, comme dans la plupart des autres d'ailleurs que j'ai vu sur votre site, que vous avez fait depuis, moi ça m'avait beaucoup, même si j'étais déjà consciente de pas mal de choses, mais le film aussi montre vraiment dans la durée, oui.
inimaginable, quoi, la détermination qu'il faut, les embûches, les complications, et puis le courage, parce que c'est ça aussi, on va en reparler un petit peu plus loin dans l'interview, mais ça demande quand même du courage, parce que pour aller au bout, plus on avance et plus on affronte de résistance, en fait, évidemment, puisqu'à un moment, les choses qui sont mises en avant et exposées vont déranger, donc c'est quand même un travail souvent de longue haleine, quoi. Oui, et puis je réagis sur l'idée de montrer les arcanes. C'est vrai que nous, on est vraiment partis sur cette idée de comprendre comment un système se construit. Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi ce que montre très bien la bande dessinée Algues Vertes, c'est qu'il y a un système d'intérêt autour de l'agro-industrie qui fait, en fait, qui étend, comme tu dis très bien, qui étend ces arcanes un peu partout, dans tous les domaines et dans tous les secteurs. C'est une force d'influence énorme qui fait que il y a un lobbying et il y a une volonté finalement d'encourager ce système, et là-dessus les choses il n'y a pas d'intérêt en fait en Bretagne à en parler parce que justement les intérêts économiques sont trop forts, et dans pas mal d'enquêtes sur l'agro-industrie, c'est quand même ce qu'on retrouve, et notamment là dernièrement on a une enquête sur les lycées agricoles on va en parler un peu plus à la fin, puisque tu as travaillé dessus. C'est ça. Et puis, pour revenir sur les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est vrai que il y a des pressions. Inès Leroux en a subi. Morgane Large aussi, qui est cofondatrice aussi, en a subi. Oui, on le voit dans le film aussi. Hein. Oui, on le voit dans le film aussi. Moi, j'ai été tellement impressionnée en fait par leur... et j'ai trouvé ça... Alors, le mot a été beaucoup galvaudé ces dernières années quand on dit des personnes inspirantes, parce qu'il y a eu beaucoup de podcasts, il y a eu beaucoup de ce nom a été mis un peu à toutes les sauces. Mais moi, ce que je trouve vraiment inspirant, c'est justement le courage et la détermination dans la durée. Parce que c'est ça qui est difficile. Il y a une usure, il y a une usure nerveuse, il y a un moment des découragements, il y a tout ça. Et oui, complètement. C'est vrai que c'est la difficulté de l'enquête et de l'investigation, c'est qu'il y a cette usure parce que les vérités, elles ne sont pas facilement accessibles, parce que personne n'a parfois intérêt à les dévoiler, qu'il faut trouver les personnes qui veulent témoigner. Il faut réussir à pouvoir toujours... nous, en tant que journalistes, on doit toujours prouver, avoir plusieurs sources, donc prouver par A plus B que ce qu'on dit c'est vrai, avoir des témoignages écrits qui peuvent nous permettre ensuite, en cas de procès, en fait, de pouvoir prouver ce qu'on dit. Donc il y a une vraie pression, en fait, quand on rédige un article. On est, nous on fait très attention à ce plan, à ce que tout soit vérifié plusieurs fois. Oui. Et ça c'est vrai que c'est une fatigue importante. Et puis nous de plus en plus on se heurte. C'est au-delà de pression qu'on pourrait rencontrer, c'est un silence terrible des institutions qui refusent de nous répondre, qui nous zappent complètement, quoi. C'est-à-dire on est obligés en tant que journaliste de faire un contradictoire, c'est-à-dire qu'on affirme quelque chose, d'aller interviewer les personnes en fait qui sont concernées par ces affirmations pour leur donner la parole, et ça fait partie de notre déontologie, donc c'est complètement normal, mais on ne nous répond pas. On a beau envoyer des mails, passer des coups de fil, ces acteurs, ces interlocuteurs préfèrent nous ignorer complètement, et ça nous freine énormément de notre travail, parce que en fait on se retrouve limité si on peut pas donner la parole à tout le monde. C'est hyper dommage, quoi. Oui. Et puis, il y a l'usure, et il y a aussi on le voit bien d'ailleurs dans ce film, et je pense que vous êtes sur la même ligne, même si ça a été une enquête qui a été réalisée avant, mais on voit cette différence de moyens. C'est la même chose avec ceux qui vont se battre à Bruxelles, et quand on voit le moyen des ONG, si grandes soient-elles, face aux empires représentés par les lobbies, leurs moyens de communication, leurs moyens financiers. Et on voit d'un côté des gens, parce que le journalisme en général, en plus indépendant, par définition, c'est toujours un peu plus c'est vulnérable, c'est précaire, c'est des situations qui sont quelquefois humainement difficiles à tenir, parce que c'est des belles idées, mais on sait que c'est compliqué à financer, et vous faites face à des organismes ou des personnes qui sont très puissantes quand même. Oui, effectivement, il y a une différence de moyens qui est énorme, et ça se traduit par l'armée de communicants que le lobby agro-industriel, mais pas seulement, même les institutions. C'est impressionnant le nombre de communicants par rapport au nombre de journalistes. Et du coup, nous, effectivement, on se heurte aussi à ce mur de communicants.
Et puis en termes de moyens, nous, nos budgets à Splend, ça n'a rien à voir, même vis-à-vis de médias qui sont des médias comme des médias régionaux ou des médias nationaux. On est vraiment on a des moyens très réduits, mais malgré tout, avec ces moyens, on arrive finalement à faire des enquêtes qui sont importantes, quoi. Qui sont importantes et c'est pour ça aussi que je trouve votre travail super, parce que les médias indépendants, bon, il y a un peu de tout dans les médias indépendants, il faut le dire, et comme dans les médias pas indépendants d'ailleurs. Et en fait, là, vous êtes reconnu pour la crédibilité, la justesse de ce que vous défendez et justement le fait que votre travail est vraiment très sérieux et validé et crédible. Donc, il est repris par d'autres médias. Vous avez Disclose d'ailleurs comme parrain. Oui, on a Disclose comme parrain parce que en fait, c'est le modèle sur lequel on s'est appuyé au lancement. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment... notre indépendance, elle est garantie par nos financements, parce qu'on est financé que par le don des lecteurs. Il n'y a pas d'abonnement pour lire nos articles, c'est en libre accès, mais les lecteurs qui le souhaitent peuvent nous soutenir, et c'est grâce à ça c'est 80% de nos ressources. Et donc, c'est sur le modèle de Disclose qu'on a lancé ce modèle-là. Donc, je sais plus quelle était la question, mais... c'était ça. C'était pas vraiment une question, c'était de dire que vous étiez parrainé par Disclose et... Oui. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'était sur les partenaires, en fait. On est parrainé par Disclose, mais on a le principe de publier nos enquêtes chez des partenaires, parce que notre objectif, c'est aussi un objectif d'impact. C'est-à-dire que faire une enquête pour que finalement personne n'en parle, ça va pas avoir beaucoup de répercussions. Donc l'objectif, c'est que le plus de personnes le lisent, et pas forcément des personnes qui sont dans notre on va dire, environnement direct. Ça peut être des personnes qui partagent pas forcément, qui n'ont pas l'habitude d'aller lire les médias indépendants. Et c'est l'avantage pour nous de pouvoir être partagé par exemple, France 3 Bretagne. C'est très important pour nous de toucher le plus de lecteurs, de milieux les plus variés possibles. Et c'est vrai que c'est aussi une source de crédibilité pour nous, d'avoir une reprise par des médias comme Mediapart, qui presque systématiquement nous soutient et publie nos enquêtes. Et c'est aussi une source de revenus, puisqu'en fait, nos articles, on les vend à ces médias. D'accord, voilà. Très bien. Oui. Et donc c'est essentiellement sur la Bretagne, mais oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça justement, c'est que par rapport aux arcanes, là, comment on découvre un petit peu, c'est qu'en fait, souvent finalement, que ce soit l'hôpital, que ce soit... Alors évidemment, il y a des problématiques typiquement locales avec des personnalités politiques ou industrielles qui vont être vraiment nommées et problématiques, mais en fait, quand on lit votre travail, en fait, ce sont des problèmes qu'on retrouve dans toutes les régions. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que ça montre, même si, par exemple, je voyais votre article là sur le RSA par rapport aux agriculteurs et à ceux qui avaient reçu l'aide au bio, quand oui. On sait comme c'est difficile aujourd'hui d'être aidé, malheureusement, oui. Pour l'agriculture bio, et qu'en fait, ils sont poursuivis un peu de tous les côtés. Alors que là, ces jours-ci, sortent des chiffres par rapport au nombre de fermes qui ont déposé le bilan, qui ont mis la clé sous la porte. Oui, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Mais oui, c'est impressionnant. Et l'État lui-même dit qu'il faut pousser à l'installation. Mais de l'autre côté, cet article-là sur le RSA dans le Finistère montrait que le département contrôlait à outrance les agriculteurs, les paysans bio qui touchent le RSA parce qu'ils n'ont pas encore de revenus de leur ferme, et les contrôler à outrance. Donc c'est vrai que c'est une contradiction qui est terrible pour eux qui essayent de s'en sortir en défendant un certain type d'agriculture, quoi. Oui, et qu'en fait l'agriculture bio ou agroécologie n'est vraiment pas encouragée, quoi. On voit bien que c'est... Donc là, on le sait, mais c'est bien votre travail permet de voir concrètement où est-ce que ça bloque, où est-ce que des verrous sont mis, où est-ce qu'il y a empêchement. Et tout ça, je trouve que c'est franchement un super boulot, quoi, hein, vraiment. Merci. Merci, c'est encourageant. C'est vrai que ces encouragements, nous, on en reçoit beaucoup par mail, par lettre, par message, et c'est hyper important pour nous parce que ça nous donne... En fait, ça nous donne la force de continuer à travailler sur ces sujets qui ne sont pas toujours faciles, de s'accrocher pour continuer à... C'est vrai qu'aussi, parfois on se dit,
on publie des choses, ça n'a pas toujours de l'impact, ça n'a pas toujours des répercussions. Et quand on voit que les lecteurs nous remercient et nous disent de continuer parce que pour eux, c'est hyper important qu'on fasse la lumière sur toutes ces situations, ça nous encourage à continuer. Et c'est aussi d'ailleurs grâce à leur soutien, autant leur soutien, leurs encouragements que par leurs dons qu'on peut continuer de toute façon. Donc, oui. Sur votre site internet, je voyais produire des enquêtes journalistiques d'utilité publique en Bretagne et dans le monde. Donc, est-ce que c'est pas toujours limité à la Bretagne ? Il y a toujours un lien à la Bretagne, mais on s'interdit pas, justement, on avait mis dans le monde parce qu'on s'interdit pas d'aller explorer les relations de la Bretagne avec d'autres régions du monde. Par exemple, typiquement, l'agro-industrie exporte et importe des produits qui viennent d'Amérique du Sud, notamment le soja, par exemple. Oui. Et donc, du coup, c'est des thématiques qui peuvent éventuellement nous intéresser. On avait fait une enquête, dans nos premières enquêtes sur Iberdrola, qui était une compagnie qui développait des énergies éoliennes en Amérique du Sud aussi, par exemple. Donc, voilà, ça peut être des sujets qu'on peut traiter, ouais. D'accord. Donc, dans les sujets traités, on trouve prolifération des algues vertes, puissance de l'industrie agroalimentaire, nouvelles infrastructures énergétiques, présence militaire, connivence politique, radicalisation des luttes sociales et environnementales. Je voyais sur la page actualité, sur laquelle justement il y a aussi des articles plus courts. Comment choisissez-vous vos sujets ? Alors, nos sujets, donc on les choisit, comme je disais, par un processus qui passe par le comité éditorial. Donc le comité éditorial est composé d'une bonne quinzaine de journalistes qui se réunissent 2-3 fois par an pour choisir les gros sujets d'enquête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire beaucoup, des enquêtes approfondies, puisqu'il faut 6 mois de travail. On en fait entre 3 et 4 par an. D'accord. À chaque fois, c'est des binômes de journalistes qui travaillent dessus. C'est important pour nous d'être plusieurs sur des sujets d'une telle ampleur. Et donc, ces comités éditoriaux composés de journalistes se réunissent. On étudie des sujets qui ont été sélectionnés par la rédaction journaliste, qui ont été proposés par la rédaction journaliste, grâce à des informations qu'on a pu recevoir à la rédaction, par des sources, mais aussi ça peut être des journalistes qui nous proposent des sujets, ça peut être nous-mêmes qui avons une envie de sujet. Donc voilà, on va faire une liste de sujets, ensuite on va voter pour choisir les sujets, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gros dossiers d'enquête. Pour les sujets qui sont plus d'actualité, comme sur le RSA, là c'est plus au quotidien, donc au sein de la rédaction, qu'on va définir les sujets, qu'on en parle, qu'on voit quel est l'intérêt. Il y a des critères pour nous qui sont importants, c'est justement, il faut qu'il y ait une exclusivité et que le sujet n'ait pas été traité par d'autres médias, parce qu'on s'est créé pour traiter des sujets qui justement sont absents de la scène médiatique. Donc là, c'est important pour nous, c'est d'aller sur des choses qui ne sont pas traitées et c'est dévoiler des informations. Donc le principe d'exclusivité est important. Et puis le lien avec les thématiques que tu as pu aborder, qui sont l'environnement, qui sont les droits sociaux, qui sont les méga-projets, voilà, les pollutions. On a des fils conducteurs auxquels on s'attache, quoi. Est-ce que ça se rapproche de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte ? Complètement. Les sujets qu'on reçoit, quand je parle de sources, c'est souvent des lanceurs d'alerte qui nous contactent et qui nous donnent des informations. Alors, il y a plein de manières d'être lanceur d'alerte. En fait, ça peut être de voir une pollution dans la rivière à côté de chez soi. Mm-hmm. Ça peut être d'avoir accès à des informations au sein de son travail. Ça peut être... il y a plein de... Ça peut être un agriculteur qui nous parle de sa coopérative. Ça peut être plein de choses comme ça. Parfois, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir continuer, pour pouvoir dévoiler le sujet. Mais ouais, c'est grâce à ces lanceurs d'alerte qu'on peut finalement traiter de nombreux sujets. Oui. Alors, en général, binôme, environ 6 mois, tu disais. Et ensuite, donc, comment ça se passe ? Les enquêtes, elles sont publiées, parce que j'ai vu qu'il y avait en fait plusieurs supports. Il y a l'écrit, mais il y a aussi des vidéos, des podcasts, des livrets. Donc, comment vous déclinez tout ça ? Alors, à la base, on est vraiment un média écrit. Donc, notre principal support, c'est l'écrit. C'est des articles qui sont en ligne sur notre site internet en libre accès. Mais on a conscience qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de la population qui ne lit pas forcément des articles aussi longs. Donc, on a eu envie de développer nos supports en proposant des podcasts et des vidéos.
ça demande beaucoup de moyens. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas, on aimerait bien le développer encore plus, mais c'est vrai que ça demande d'importants moyens, notamment la vidéo. Mais on a un plan là, vraiment c'est au cœur de nos préoccupations. Actuellement, on a une équipe qui travaille sur la création de vidéos. Le but, c'est de résumer les enquêtes. En fait, le but, c'est d'utiliser ce travail colossal pour pouvoir faire plusieurs supports de diffusion et qu'on puisse, encore une fois, toucher le plus de personnes sur les réseaux sociaux, notamment des jeunes qui ont plutôt tendance à regarder des vidéos courtes ou alors d'autres personnes qui apprécient, comme tu le sais, les podcasts, qui peuvent passer 1 heure, 2 heures à écouter des podcasts. Donc, on essaye de toucher ces différents publics. Là, on avait lancé notamment une série de podcasts qui a très bien marché, qui s'appelle Goliath. Oui, parce que j'allais te dire justement, mais en fait, moi, quand j'ai commencé à chercher Splend sur les applis de podcast, je me suis retrouvée avec finalement pas mal de podcasts différents sous différents noms, dont Goliath. Et puis, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, là, nous faire le... Complètement. Goliath, c'est un podcast qu'on a créé en coopération avec La Houle. Parce que nous, on développe aussi beaucoup de partenariats avec d'autres médias. Ça nous permet d'avoir d'autres regards, d'autres techniques. Et la richesse de ce podcast doit beaucoup justement à La Houle. C'est passionnant. On a repris les enquêtes qu'on avait fait sur différents sujets comme la coopérative porcine La Coperle, où on a été en fait expliquer finalement ce qui est raconté dans l'enquête d'une manière différente, avec des témoignages des journalistes qui ont travaillé dessus, avec des sons, avec des interviews. Ça permet d'avoir une approche plus vivante. Ça dure entre 30 et 40 minutes. Il y en a un sur donc la coopérative porcine La Coperle, il y en a un sur le géant minier Imerys qui du coup agrandit sa mine à Glomel. On a un sur la Timac Agro, donc comme je disais, c'est une de nos premières enquêtes sur la pollution de l'air à l'ammoniac. Et là, on en a fait un dernier sur comment l'agro-industrie, finalement, a infiltré les coopératives agricoles. Voilà, et ouais, c'est chouette aussi pour nous de voir que notre travail, qui est long et fastidieux parfois, peut prendre différentes formes. Et là, le podcast, ce qui est génial, c'est qu'il y a ce côté vivant, avec de la parole, avec de l'humain, et c'est plus accessible, je pense, pour certaines personnes aussi. Oui. Vos sujets donc doivent aussi déranger. Je pense que nos auditrices, auditeurs l'auront compris en entendant les thèmes depuis le début là que nous parlons, les thèmes que vous traitez. On essaie parfois de vous faire taire. Quels moyens ont déjà été employés pour essayer de vous réduire au silence depuis 5 ans ? Alors, je dirais que à notre grand contentement, on a eu peu de plaintes en diffamation. Je pense que nos enquêtes sont tellement vérifiées et sourcées que c'est compliqué pour les personnes, les structures, les entreprises qu'on dénonce de nous attaquer. Il y en a un qui s'y est risqué, c'est Philippe Bizien. Donc finalement c'est vraiment un ponte de l'industrie porcine. Il a été président du lobby porcin, il a une énorme exploitation porcine, il est au cœur de tout le lobby porcin et il nous a attaqué en diffamation. Alors sa plainte a finalement dû être retirée parce que pour différentes raisons. En tout cas, nous on a répondu là-dessus plutôt sur la forme de la plainte parce qu'il y avait plusieurs on va dire vices de forme et on a préféré là-dessus plutôt que sur le fond. Mais je pense qu'il aurait été intéressant d'aller sur le fond aussi. C'est juste que c'est des moyens considérables. Et on préfère mettre notre énergie ailleurs, mais c'est la seule plainte finalement qui nous a permis nous d'appeler au soutien de notre communauté. Notre communauté a été au rendez-vous pour nous soutenir, parce que c'est des coûts considérables. On est obligé de prendre un avocat, ça nous prend du temps aussi. Donc du coup on a vraiment été énormément soutenus à ce moment-là. Ça c'est bien d'entendre ça. Oui. De la solidarité. C'est ça. Et de la reconnaissance de votre travail, parce que la solidarité vient de gens qui sont reconnaissants. Oui. Ouais. Et sinon, pour l'instant, on n'a pas... on est content de le dire qu'on n'a pas subi, nous, à la rédaction de pression. Oui, on est indépendant, c'est aussi... Voilà, pas de menace, pas d'intimidation. Plus de déboulonnage de roues, Morgane Large est tranquille. C'est ça. Voilà, pour l'instant, on est tranquille et tant mieux. Je pense que c'est aussi la force d'un collectif...
Parce qu'en fait, des pressions, on en reçoit aussi quotidiennement dans notre travail d'enquête. Nos interlocuteurs n'hésitent pas à nous mettre la pression en nous disant, écoutez, si vous continuez, je vais faire un procès en diffamation. Oui. Si vous, voilà, bon, ils n'hésitent pas à nous le dire. Mais nous, on a un collectif, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. On sait que s'il y a moindre souci, on a une avocate qui travaille pour nous, qui relit nos articles. Donc du coup, on a confiance dans notre travail. Donc ça nous, quand on est seul, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui travaillent seuls, qui sont pigistes, qui font leurs articles dans leur coin. Quand on reçoit des telles menaces et qu'on est seul et qu'on n'a pas le support d'un groupe qui nous dit non, ton article, il tient la route, il n'y a pas de souci de toute façon, c'est différent. Et nous, ça nous donne une force là-dessus. Oui. Et donc, on lit aussi sur votre site internet que vous vous inscrivez dans un journalisme de transformation sociale. Alors, bon, je vois à peu près, mais est-ce que pour nos auditrices et auditeurs, tu peux nous développer un peu ça? Qu'est-ce que ça signifie, un journalisme de transformation sociale? Je pense que ce qu'on a voulu dire à ce moment-là, c'est que c'est en lien avec l'impact qu'on recherche. C'est-à-dire que les informations qu'on publie, notre objectif, c'est qu'elles puissent avoir un impact sur la réalité. C'est que des injustices, des pollutions, notre espoir, c'est évidemment qu'il y ait une amélioration. On croit dans un certain progrès et on espère que les choses peuvent s'améliorer. Et donc, on espère que ces informations pourront être utilisées, pourront être saisies par des militants, par des experts, etc., pour porter ces sujets-là et les faire avancer. Et le fait, justement, je trouve, d'avoir des enquêtes comme ça au long cours qui montrent, comme on le disait tout à l'heure, les arcanes des systèmes qui mènent à ça, c'est qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas... on sent que votre but n'est pas de dénoncer pour dénoncer, de faire des coups de sensationnels avec des sujets racoleurs, justiciers et tout ça. C'est vraiment de faire prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas dans certains systèmes, pour ne pas les citer, ça peut être l'agriculture intensive et l'élevage intensif, de montrer toute la chaîne de causalité, de conséquences de cette destruction du vivant, des écosystèmes. Donc il y a plein de notions assez subtiles, il y a plein de strates en fait, je trouve, dans votre travail, dans les articles. Il y a effectivement à un moment la dénonciation d'un fait ou d'une situation, mais en remontant en amont sur comment on en est arrivé là, ça permet d'exposer des choses qui, quand on voit, par exemple, si on voit dans un sujet, d'un journal télé, un sujet de 2 minutes qui nous montre, voilà, il y a un cheval qui est mort en Bretagne sur une plage qui s'est trop approché des algues vertes. Bon, en 2 minutes, on peut pas du tout faire comprendre aux gens comment on en est là, qu'est-ce qui crée ça, comment on peut faire autrement, est-ce que c'est possible de faire autrement. Oui. Tout ça, je trouve que vous le montrez vraiment bien. Oui, c'est vrai que c'est la complexité du réel. Il y a une subtilité qui est quand même difficile à faire passer dans des reportages télévisés qui durent 2 ou 3 minutes. Et je pense qu'il y a aussi des structures qui se contentent très bien de cette situation. C'est-à-dire que la complexité de l'influence, de lobby, d'un système, des relations, des interrelations, etc., on ne peut pas l'expliquer facilement. Nous, on fait pas mal, par exemple, d'organigrammes, parce que c'est visuellement, on peut représenter les liens d'influence qu'il y a entre différentes personnes, entre différentes structures, parce que là, ça permet, on va dire, de résumer quelque chose qui, à l'écrit, va être très très compliqué à expliquer, qui va mettre beaucoup de temps, et qui met beaucoup de temps aussi à comprendre. Nous, en fait, cet organigramme, on va dire, où on voit les personnages qui sont reliés entre eux, nous, on va mettre 6 mois à comprendre les liens qu'il y a entre ces personnages, entre ces institutions, etc., à les vérifier. Et c'est cette subtilité que, en fait, si on ne prend pas le temps, on ne pourra jamais l'expliquer, quoi, on ne pourra jamais la montrer. Oui. De manière générale, on a décidé de prendre du temps et d'aller dans un travail d'analyse que peu de médias peuvent faire, parce que ça coûte très cher et parce qu'il y a peu de... Comme tu disais, il y a le côté, on va dire, article qui va faire le buzz. Et quand on fait de l'analyse sur le long terme,
on va publier un article qui est long à lire, qui est compliqué, ça fait pas forcément le buzz parce qu'on explique un système, on analyse comment ce système fonctionne. Par exemple, sur la SAFER, qui est la société de gestion du foncier agricole, rien que de dire ça, c'est compliqué. Ensuite, de l'expliquer, c'est pareil. Et la plupart des médias ne s'aventurent pas à expliquer ce que c'est la SAFER, alors qu'on ne peut pas comprendre le système agricole si on ne comprend pas comment sont réparties et vendues les terres. Et ça nous prend beaucoup de temps à le comprendre, à l'expliquer. Et ça fait pas vendre. Enfin, je veux dire, les gens, ils vont pas sur Facebook, sur Instagram, ils vont pas aller cliquer sur quelque chose comme ça, c'est complexe, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de médias qui ont pas envie de traiter ces sujets-là parce qu'ils savent qu'ils vont pas avoir du clic, ils vont pas gagner de l'argent grâce à ça. Nous, on se dit, bah voilà, peut-être qu'on fait des articles parfois font pas énormément de bruit parce que c'est pas le principe justement de l'analyse, ça fait pas beaucoup de bruit, mais c'est notre ADN, c'est notre identité. Et c'est pour ça qu'on se bat, donc on va continuer à le faire. Et après, on fait des articles parfois qui prennent beaucoup moins de temps et qui sont beaucoup plus dans ce qu'on attend d'un truc un peu explosif. Et là, forcément, ça fait beaucoup y a beaucoup d'impact, les gens en parlent beaucoup. Mais on se dit, voilà, nous, on veut continuer à avoir les deux versants et on veut surtout pas lâcher le travail d'analyse, le travail approfondi qui est notre raison d'être aussi, quoi. Oui, et puis les articles plus courts peuvent justement amener sur votre site des personnes qui ne seraient pas venues par les articles longs, mais qui du coup vont peut-être aller cliquer en voyant un titre qui peut complètement emmener un peu plus loin. Oui. Et puis ces articles longs, ils nous permettent, nous, de connaître en fait le milieu, d'avoir des sources, d'avoir une expertise qui nous permet ensuite d'avoir des informations qui sont plus rapides à étayer, qui sont plus rapides à faire, mais d'avoir ce travail de veille en fait qui est aussi précieux, quoi. Oui. Et donc sur le site, donc moi je vais mettre les liens comme d'habitude dans le descriptif du podcast vers votre site, parce que oui, j'ai pas précisé en fait Splan, donc Splan, S-P-L-A-2-N, il y a un point d'exclamation qui est collé, comme Basta d'ailleurs, je crois. Oui, comme Basta, oui. Ouais. Et ça a une signification particulière, ce point d'exclamation collé Pas particulièrement, je pense que c'était vraiment le côté impact qu'on voulait marquer, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, sur le site, vous publiez presque tous les jours, en fait, d'après ce que j'ai regardé tout à l'heure. On publie régulièrement. Alors, pas forcément tous les jours, hein, mais c'est entre nos alertes, entre notre infolettre aussi. Donc, on a une infolettre mensuelle où il y a des articles qu'ensuite on publie sur le site. Donc, effectivement, on a quand même pas mal de contenu aujourd'hui, quoi. Oui. Et donc, l'équipe de journalistes aujourd'hui, il y a combien de personnes ? Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement ? Bon, pas un par un, hein, mais... alors on est à la rédaction aujourd'hui, on est 4 journalistes. On a beaucoup grandi depuis le début, puisqu'à la base on était que des bénévoles. Aujourd'hui on est 4 journalistes salariés et on a aussi quelqu'un qui s'occupe de l'administratif, donc c'est quand même une équipe qui a beaucoup grandi. Et puis on fait appel à des pigistes, donc des journalistes indépendants qui travaillent avec nous et qui vont travailler sur certaines enquêtes, sur certains articles. Et ça permet d'enrichir, nous aussi, notre équipe grâce à ces journalistes indépendants. Oui. De l'extérieur, on a l'impression que l'équipe est quand même assez féminine, parce que les personnalités, en tout cas, qui sont connues maintenant hors de Bretagne par justement ces fameuses enquêtes et le film Algues vertes, c'est une réalité. L'équipe est essentiellement féminine ou pas ? On a eu longtemps une rédaction entièrement féminine. On était 4 femmes. Aujourd'hui, ça c'est un peu plus mix, mais c'est vrai qu'il y a une forte présence de journalistes femmes. Nos deux marraines ou journalistes un peu plus connues, qui sont Morgane Large et Inès Léraud, le prouvent aussi. Mais voilà, après, dans l'ensemble de notre équipe, c'est assez paritaire. C'est quand même... Mais c'est vrai que c'est plaisant de voir qu'il y a des journalistes d'enquête femmes qui aujourd'hui qui à Splan ont toute leur place dans l'investigation. C'est pas le cas dans tous les médias. Et c'est vrai que parfois ça peut être un secteur journalistique qui étonnamment peut être assez masculin, alors que pour nous c'est pas du tout le cas. Et peut-être aussi parce que dès l'origine il y avait ces modèles que sont Inès Léraud et Morgane Large qui montrent aux journalistes femmes que l'investigation, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Oui. Et donc, sans doute, était à l'origine de nouvelles vocations. Voilà, on espère que ça va continuer. Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des enquêtes de Splane qui ont été jusqu'à aujourd'hui les plus emblématiques ? Alors ça, c'est une grande question. Puis alors moi, je ne sais pas si je serais complètement objective parce que je vais sûrement te parler de celles qui m'ont été le plus emblématiques pour moi. Oui, mais écoute, on va le dire comme ça. C'est ça, donc. Une de nos enquêtes, non mais pour être honnête, une de nos enquêtes la plus emblématique, c'est notre première enquête parce que c'est celle qui nous a lancé, qui a fait parler de nous. C'était sur la pollution de l'air à l'ammoniac et qui a fait quand même beaucoup de bruit parce qu'on a montré que, voilà, on vient en Bretagne, on croit qu'on va prendre un bon bol d'air frais. C'est pas le cas. L'air en Bretagne est un des plus pollués de France en termes de particules fines. C'est terrible parce que l'ammoniac est issu de l'élevage intensif et que c'est une région où il y a énormément d'élevage intensif et que c'est une saturation telle qu'il y a des zones où il ne faut pas aller courir dehors quand il fait beau parce qu'on risque vraiment pour sa santé, quoi. Et ça, c'est à égalité pour tous les départements de Bretagne ? Non, on peut voir en ligne sur notre site internet qu'on a une carte où on montre selon les départements qu'il y a des zones plus ou moins polluées, et surtout selon la proximité avec les élevages intensifs. Ah oui, les liens sont bien identifiés. Ouais. Voilà. Sinon, on a une autre enquête, je dirais plus récente, qui a fait beaucoup de bruit, qui a été assez emblématique. C'est l'intoxication minière en Bretagne, parce que c'est une enquête qui, je trouve, qui est assez emblématique de nos travail, parce qu'il y a l'impact sur l'environnement d'une activité économique qui est connue pour être destructrice, mais là on est sur un village breton où les gens habitent vraiment côte à côte avec la mine. On n'imaginerait pas forcément aujourd'hui en France que ça peut avoir autant de poids et autant d'impact sur l'environnement. Et pourtant, voilà, c'est le cas à Glomel. On a fait des analyses de l'eau pour montrer la pollution. Et cette enquête, elle a été menée par 3 journalistes femmes, parce qu'on parlait et je trouve que c'est important, ces 3 journalistes d'enquête qui font un travail fabuleux, chacune de manière un peu différente. Il y a Célia Iswart, qui est très connue pour son travail sur les mines. Il y a Morgane Large, du coup, qui est plus connue pour son travail sur la Bretagne et sur l'agro-industrie. Et il y a Catherine Le Gall, qui, elle, a travaillé sur le monde de la finance, sur le monde aussi de la mer. Donc voilà, 3 journalistes d'investigation qui se sont alliés pour aller enquêter sur une mine d'andalousite à Glomel. D'accord. Voilà, je ne sais pas si tu veux que je te parle d'autres enquêtes, parce que moi, je suis intarissable sur le sujet, mais... Oui, tu peux y aller, parce que là, on était plus un peu sur le fonctionnement de Splane, mais c'est intéressant, je pense, justement, pour donner envie à nos auditrices et auditeurs d'aller sur le site, vous voir de plus près, vous écouter et vous soutenir, d'en parler un peu plus là, de ces enquêtes. Oui. Je pense qu'une enquête qui a été importante, et d'autant plus pour moi parce que j'ai participé à la mener, c'est celle sur les implants contraceptifs et sûrs. C'est une de nos premières enquêtes justement sur la santé. On a montré que c'est un scandale de santé publique parce que c'est des implants de contraception définitifs qui ont été implantés à des milliers de femmes en France et qui en fait ont eu un impact, pour de nombreuses d'entre elles, ont eu un impact terrible sur leur santé. Donc on est parti de témoignages d'associations et de Bretonnes qui se sont battues pendant des années pour faire reconnaître finalement le lien qu'il y avait entre ces implants et leurs problèmes de santé, qui se sont battues face à un géant de l'industrie pharmaceutique qui est Bayer, parce que ces implants étaient commercialisés par Bayer. Voilà, et face Bayer qui a donc racheté Monsanto. Oui, exactement. Non, mais il y a des noms qui reviennent souvent quand même. Oui, c'est sûr. Voilà. Et donc nous, dans cette enquête, on a publié un rapport qui n'avait pas été rendu public par l'ANSM, l'agence de santé en fait nationale, qui mettait en doute la sécurité de l'implant et qui faisait le lien entre du coup finalement cet implant et les problèmes de santé. Et du coup, en rendant public ce document, on a aussi un peu mis un coup de pied dans la fourmilière, on va dire. Ça a été beaucoup repris ensuite, cette information. Pas toujours en citant d'ailleurs Splane, mais bon, c'est autre chose. C'est moche. Voilà. Sinon... Et quand ça sort comme ça, vraiment, que ça touche un public, l'information arrive à un public plus large, est-ce qu'il y a des enquêtes où vous avez eu ensuite des vrais changements concrets
par exemple une interdiction justement d'un produit, ou ça s'est terminé comment, ce sujet? C'est vrai que c'est rare qu'on ait d'aussi des changements aussi radicaux. Disons que c'est plus subtil. Ça va être là, typiquement des victimes qui ont pu aller, qui ont décidé de porter plainte en justice en utilisant notre document. Après, qui ça ont peut gagné être, ou c'est toujours en cours? C'est là pour l'instant, ouais, ça a pas encore abouti. Après, voilà, on a eu, après c'est des impacts plus subtils, je pense. Je pense par exemple, qui est quand même important, mais là sur la dernière enquête sur le lycée agricole, le premier volet sur The Land, donc un campus d'enseignement agricole situé à Rennes, où nous on parlait notamment du président et un peu du mélange de genres entre public et privé. En fait, il a été décidé juste après, c'était pas que lié à ça, mais peu après la publication de notre article, qu'ils allaient séparer le campus universitaire qui était, on va dire, lucratif, qui était sur l'enseignement supérieur, des établissements secondaires qui sont sous contrat avec l'État. Et donc ça a été décidé peu après. Je pense que malgré tout, la médiatisation de l'affaire a peut-être influencé sur cette évolution. Après, on a eu le cas, en tout cas, certains de nos articles, certaines de nos enquêtes sont utilisées dans le cadre de la justice. Par exemple, notre article sur la pollution de l'ammoniac est utilisé fréquemment dans des procès dans des plaintes contre des poulaillers industriels. Quand il y a une saturation sur certaines communes du nombre d'exploitations et d'élevage, et ben ça participe à la pollution de l'air et à une saturation en ammoniac. Et du coup, dans ces cadres-là, notre enquête, elle a pu être utilisée et elle a participé même à la victoire de certaines affaires. Donc oui, c'est sûr qu'il y a différents impacts. C'est pas toujours c'est pas toujours les enquêtes les plus. Parfois, l'impact, c'est juste, l'impact principal pour nous, c'est d'informer, donc c'est de participer à une prise de conscience sur le territoire. Mais ce qui arrive fréquemment, c'est qu'il y a des citoyens qui se saisissent de nos articles, de nos enquêtes pour créer des collectifs et justement pour continuer, on va dire, pour militer ensuite. Par exemple, justement, on avait fait un article sur une exploitation porcine à Landunvez, donc de Philippe Bizien, et ensuite il y a des citoyens qui se sont unis dans un collectif pour lutter contre la pollution sur leur commune, etc., et qui ont participé en fait à un véritable feuilleton autour de cette exploitation. On a aussi récemment publié un article sur un établissement scolaire qui s'appelle le Cresquer, où là en fait on a dénoncé des violences sexuelles, mais qui sont assez anciennes quand même, mais ça a eu un impact important avec des anciens élèves qui en fait on a reçu des dizaines de témoignages d'anciens élèves qui ont décidé aussi de créer une association et de porter plainte, par exemple, suite à la publication de notre article. Donc ça incite voilà. Des gens, en fait, à rejoindre des causes et à s'engager, à se mettre en mouvement sur certaines problématiques. Oui, c'est ça. En fait, on va dire, c'est le principe de l'information, c'est que finalement, c'est aussi un outil qui permet une prise de conscience et parfois, si on ne sait pas, on peut juste pas se battre contre quelque chose. Donc ouais. Donc au moment où on enregistre l'interview, vous allez bientôt mettre en ligne une enquête à laquelle tu as participé, qui sera en ligne au moment où l'interview va être elle-même mise en ligne. Je mettrai le lien dans le descriptif du podcast pour que nos auditrices et auditeurs puissent aller la lire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, complètement. C'est une enquête sur les lycées agricoles où on montre justement les relations qu'il peut y avoir entre l'agro-industrie et les lycées agricoles, qui sont le lieu d'enseignement des futurs agriculteurs. Ce qu'on montre, c'est qu'en Bretagne, les lycées privés, ils scolarisent 80% des élèves, et que dans ces lycées, finalement, c'est là où il y a le plus de porosité avec l'agro-industrie, c'est là où ils ont le plus d'influence, où ils sont le plus présents. Et ça a des impacts concrets sur l'enseignement de l'agroécologie.
dans ces lycées où les fermes sont beaucoup plus tournées vers une agriculture intensive, parce que c'est des lycées où il y a des fermes pédagogiques. D'accord. Et ces fermes-là sont beaucoup plus tournées vers l'agriculture intensive, par exemple avec des robots de traite, avec en tout cas en fait, l'enseignement d'une agriculture plus paysanne, d'une agriculture biologique, est beaucoup moins présent. Et par ailleurs, ces établissements... Alors que ça devrait être l'agriculture de demain, d'après tout ce qui arrive des études partout dans le monde, en fait. Mais, exactement. Mais on essaie encore de nous vendre l'ancienne agriculture comme l'agriculture de demain, quoi. On aura des sols stériles et des endroits pollués. Le double discours, en fait. D'un côté, on dit qu'il faut... face au réchauffement climatique, face au changement climatique, il va falloir adapter l'agriculture. Mais les propositions d'adaptation pour les futurs agriculteurs, elles ressemblent plutôt à de l'innovation, mais pas en tout cas à une agriculture moins productiviste et moins polluante. Ça, c'est vrai que c'est pas l'agriculture du futur dans les lycées privés ressemble pas à ça en tout cas. Dans les lycées publics, c'est un petit peu différent. Il y a plus de volonté de porter ça, mais ça reste compliqué face à l'influence en fait du système conventionnel et face au manque de volonté malgré tout du ministère de l'Agriculture comme de la région Bretagne qui finance massivement les lycées privés. Donc ça, c'est aussi ce qu'on montre dans un des volets de cette enquête. Mais quand tu dis 80% des élèves sont dans l'enseignement privé, des élèves agriculteurs, tu veux dire ? Bah oui, Mais élèves... pourquoi 80% c'est énorme ? Pourquoi c'est seulement énorme. 20% dans le... Parce que c'est la Bretagne et qu'il y a historiquement aussi une très forte présence de l'enseignement privé, et aussi parce que les lycées privés agricoles ont une force d'attraction importante. Ils ont réussi à s'implanter et dans le paysage, on va dire, scolaire, et que malgré tout, la région, elle les aide beaucoup, alors que l'idée c'est principalement normalement de financer le secteur public, mais les lycées publics sont moins attractifs. Et ça, est-ce que tu sais si c'est dans toute la France, cette problématique-là ou... J'appelle ça une problématique parce que c'est vrai que savoir que 80% des jeunes qui sont formés pour être nos agriculteurs de demain, ce qu'on leur met dans la tête, c'est quand même encore ce modèle qui devrait être considéré comme ancien. Si c'est sur toute la France, c'est un peu inquiétant quand même. Alors, la place de l'enseignement privé est plus importante en Bretagne qu'ailleurs, mais ça reste une constante que le secteur privé est important dans l'enseignement agricole en France en général. Mais c'est sûr que la Bretagne sort du lot, vraiment. C'est sûr que de tels taux, c'est quand même une spécificité bretonne. Mais la difficulté quand même à enseigner un système agricole moins intensif, je pense que c'est particulièrement forte en Bretagne de ce fait. Moi, je n'ai pas été étudier la question ailleurs, mais de certains témoignages que j'ai eus, on retrouve la même problématique dans d'autres régions. Il y a des spécificités régionales selon les régions, et même les lycées, selon les départements, en fait, selon où ils sont situés en Bretagne, il y a des grosses spécificités. Un lycée qui est situé à Rennes, par exemple, l'Heureux, enseigne beaucoup plus l'agriculture, c'est un lycée public en plus, mais enseigne beaucoup plus l'agriculture biologique qu'un lycée qui va être situé dans le bassin productiviste de Loudéac ou de Pontivy et qui va s'adapter aussi à ce contexte-là. En fait, il y a des influences, mais donc du coup, dans les régions françaises, c'est pareil. Il y a des régions qui sont plus intensives, et en fait, c'est cette porosité entre le monde économique et les lycées qui détonne, je trouve, parce qu'on pourrait imaginer que l'enseignement, il y a une objectivité, il y a une sorte de frontière avec le monde économique, mais pas du tout. C'est vrai que c'est pas le cas. Non, et les problèmes de ce type de production intensive pour l'élevage comme l'agriculture, on se demande jusqu'où il va falloir aller parce qu'on sait maintenant les impacts de beaucoup de ces produits sur la santé, sur Parkinson, ça a été reconnu. Moi, je suis originaire d'une région où il y a beaucoup de vignerons. On a vu aussi les dégâts avec tous les produits utilisés en viticulture sur les vignerons, mais sur le vivant en général, parce qu'il y a sur les vies humaines la santé des corps, mais il y a aussi la santé des sols et des eaux. Récemment, alors j'ai fait en interview dans les derniers podcasts Génération Future, donc on a vu sur les PFAS, j'ai fait Fabrice Nicolino par rapport au problème de l'eau pour son livre sur la pollution de l'eau. Et quand on entend tout ça et que je prépare ces interviews et que je vois depuis
tellement d'années. En fait, il y a eu tous les documentaires, évidemment, de Marie-Monique Robin, que j'ai eu plusieurs fois aussi en interview sur So Sweet Planet. On sait, en fait, on connaît les dégâts et on se rend compte à quel point votre travail à tous est important parce que on voit bien que ça bloque. Oui, complètement. C'est sûr qu'il y a urgence. Il y a urgence à ce que le système agricole évolue. D'autant plus qu'on voit que, comme tu disais, là, il y a des chiffres qui sont sortis sur la disparition finalement d'un nombre d'agriculteurs. Enfin, voilà, il y a de moins en moins d'agriculteurs parce que finalement l'agriculture de firme se développe. C'est plus des agriculteurs, ça va être des multinationales qui vont, au bout d'un moment, qui vont avoir des méga fermes et avec des salariés. Donc en fait, il y a un choix à un moment donné sur quel système agricole on veut, et c'est vrai que c'est aussi dans les systèmes agricoles que ça se joue, parce que c'est là où les futurs agriculteurs peuvent comprendre finalement les enjeux qu'il y a autour de ces différents types d'agriculture, quoi. Oui, puis il faut des volontés politiques aussi au niveau des aides, parce que pour moi, c'est pas les agriculteurs, eux, ils sont plus victimes en fait, parce qu'il y en a pas mal qui aimeraient passer au bio, il y en a même qui sont passés au bio et qui sont revenus. Je lisais un article sur ça récemment et j'étais tellement dépitée, qu'ils sont revenus à une agriculture conventionnelle, tellement les aides ont baissé, il n'y a pas de soutien, quoi. Ah oui, c'est sûr que là-dessus, la volonté politique, le soutien est primordial, ouais. Je me demandais, en voyant aussi tout votre travail, parce que la Bretagne, la Bretagne, c'est quand même une super belle région, et donc je me demandais, est-ce que vous sentez, vous, depuis 5 ans, avec votre travail, est-ce que vous sentez sur le terrain, au niveau des collectifs, des associations, que de plus en plus de gens se battent pour défendre un changement de modèle, de système ? C'est compliqué à dire. Je vois bien qu'il y a une vraie dynamique. Effectivement, il y a vraiment des habitants qui défendent cette région, qui veulent que les choses s'améliorent. Et il y a beaucoup de personnes qui sont engagées. Mais voilà, c'est que le système économique est tellement puissant et a tellement d'influence et emploie tellement de monde que ça reste une minorité. Et que c'est vrai que c'est, comme tu disais, c'est dépitant de voir la région. Moi, je le vois depuis 10 ans, à quel point le bocage, par exemple, continue à être détruit, comment les paysages continuent à évoluer et à s'intensifier. Et ça fait mal au cœur. C'est même pas que ça stagne, c'est que ça continue à s'intensifier. Ça continue. On pourrait se dire que ça régresse pas, mais au moins c'est stabilisé. Non, ça continue. Non, les zones, on a une enquête sur le bocage aussi qui est édifiante là-dessus, qui montre qu'en fait les zones qui jusqu'à maintenant étaient préservées, comme le centre-Bretagne, sont celles qui aujourd'hui sont le plus touchées par la destruction des haies. Et nous, on le voit, moi je le vois au quotidien, des haies qui disparaissent, les paysages qui évoluent, sans parler des rivières ou des lacs où on peut plus se baigner, c'est beaucoup trop dangereux. Enfin, en fait, aujourd'hui, habiter en Bretagne, ça ressemble déjà plus à ce que c'était il y a 20-30 ans. Enfin, et c'est vrai que ça fait c'est dommage de voir cette région qui est magnifique évoluer de plus en plus. Et je sais pas trop. Bon, après, heureusement qu'il y a des habitants qui défendent en fait, qui se battent pour que l'agriculture intensive continue pas à défigurer, on va dire, leur commune et à polluer les eaux et les sols. Mais c'est vrai que ça reste un peu David contre Goliath. Oui. D'où le nom de votre podcast, j'imagine. Voilà, exactement. Mais c'est Goliath au pluriel d'ailleurs, je crois, non ? Ah, je sais plus. Oui, c'est Goliath au pluriel. Oui, en plus, il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. Il faut mettre les moyens. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, est-ce qu'on a à peu près fait le tour des sujets qui permettent de mieux vous connaître ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées que tu pourrais avoir envie de mentionner ? Je pense dans les prochaines actualités. On a parlé de pas mal de choses. Nous, juste mentionner que nous, on va se lancer dans une grosse campagne de dons de fin d'année qui est un moment fondamental pour nous parce que ça permet de financer toute notre année, que c'est grâce à ça qu'on vit, grâce au soutien, et que c'est hyper important que les lecteurs continuent à nous faire des petits dons, même ça peut être des petits dons mensuels qui nous permettent de continuer notre travail, quoi. Oui, il faut soutenir les médias indépendants. Voilà, merci. Parce que là aussi, dans ce domaine-là, on peut dire que c'est pas très équilibré en ce moment.
Oui, c'est sûr qu'on ne reçoit pas forcément les mêmes aides. Je vais mettre les liens vers tout ce dont on a parlé. Oui, très bien. Écoute, merci beaucoup. Faustine, donc merci beaucoup, merci à toi de nous avoir permis de mieux connaître Splend, j'essaie de bien le prononcer pour terminer, et de comprendre un petit peu vraiment à quel point ces médias indépendants peuvent être, et en tout cas le vôtre, extraordinaire. Donc c'est important de soutenir des médias comme Splend, comme SoSweet Planet aussi d'ailleurs, mais vraiment par rapport, vous, au travail d'enquête, au travail au long cours, de soutenir. Et soutenir, ça peut être aussi, quand on n'a pas les moyens, de partager les articles, de mettre des j'aime, de réagir sur les réseaux sociaux, parce que je sais que vous êtes, moi je vous suis sur Instagram, sur Facebook et sur Blue Sky aussi, vous êtes, et sur LinkedIn. Complètement. Voilà, et donc on peut partager le travail pour le faire connaître, et puis n'oublions pas de liker, ça c'est au minimum, mais ça permet de faire savoir aux algorithmes dont nous dépendons, n'est-ce pas, sur ces réseaux, que ça intéresse, et donc que ça donne un peu plus de visibilité. Et puis il y a aussi votre infolettre. Oui, peut-être on peut terminer quand même en disant quelques mots. Oui, complètement. On peut s'abonner à notre infolette mensuelle qui est envoyée en fin de mois sur notre site internet. C'est une infolette où justement il y a des articles un peu plus d'actualité tous les mois avec une petite revue de presse aussi. Gratuit. Ça permet aussi, c'est gratuit bien sûr, et ça permet aussi de savoir un peu ce qui se passe dans notre média. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Faustine. Merci Anne, merci beaucoup pour cet échange. Et bonne continuation. Merci. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. SoSweet Planet, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.